Aujourd'hui, on va traiter la mission 2 du cas WebCase tombé en 2018. La mission 2 est composée de deux parties, une première partie orientée SQL et une deuxième partie orientée test unitaire. Alors voyons tout de suite la première partie. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Le logiciel WebCase propose pour certaines formules l'accès à un module de gestion de la relation client disposant de fonctions de gestion de contact, de rapport d'activité, etc. Le tableau de bord du module GRC doit être complété pour permettre une analyse rapide des ventes réalisées par les consommateurs. Alors, on vous donne un certain nombre d'éléments, donc les éléments d'information suivants seront ajoutés dans le tableau de bord, et en gros, on vous propose trois recherches précises pour pouvoir avoir en fait une analyse plus précise donc des résultats au niveau des ventes. On vous demande d'écrire les requêtes permettant d'extraire les informations nécessaires dans la base de données fournie dans le dossier documentaire. Donc on a ces trois requêtes à écrire que j'ai rappelées ici. Donc on va les avoir ici sous les yeux et on va tout de suite aller voir dans les documents annexes. Alors dès le début du dossier, on nous dit que les documents à utiliser, vérifiez toujours cet aspect pour ne pas louper des documents, sont les documents 3, 4, 5, 6 et 7. Alors évidemment, pour répondre juste à cette question, on n'aura pas forcément besoin de tous ces documents. Allons voir dans le dossier donc les documents 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, le document 3, c'est une interface, c'est pas ce dont on va avoir besoin tout de suite. Le document 4, on retrouve effectivement des relations et ce sont ces relations qui vont nous servir pour répondre à cette question. Ensuite, on a des classes qui sont données avec différentes méthodes dans le document 5. Document 6, pareil, on a du code. Document 7, c'est l'explication de comment fonctionne une array list. Et puis, document 8, on a aussi, alors cette fois-ci, on a des tests unitaires. Donc, ce qui va nous intéresser déjà pour cette première question, c'est uniquement voilà, le document 4 qui nous donne trois relations. Alors, voyons, avant de répondre aux questions un peu plus en détail, ces relations, on a la relation conso qui contient donc les consommateurs, puisqu'on est dans l'annexe qui parle des consommateurs, avec l'idée, le nom, le prénom, le mail, le téléphone, etc. Conso fidèle qui a un ID en clé primaire et qui est aussi clé étrangère en référence à ID de conso. Donc on comprend que conso fidèle, en fait, c'est une table fille de la table conso, qui hérite de conso, et qui contient en plus des informations de conso, qui contient date naissance, nombre de points et date inscription. Et puis on a les ventes avec à chaque fois la date de vente, le montant de vente, et puis l'ID conso qui est en référence à ID de conso, donc c'est une clé étrangère qui permet de savoir quel est le consommateur à l'origine de cette vente. Alors on vous donne un certain nombre de remarques pour mieux comprendre comment fonctionnent ces relations. La table conso fidèle ne contient que les consommateurs ayant adhéré au programme de fidélité. Entre parenthèses, ça nous confirme le choix qu'on avait fait au niveau du MCD dans la mission 1, où on partait du principe que tout le monde ne choisissait pas forcément un programme de fidélité, d'où la cardinalité 01 qu'on avait mise. Ensuite, on a la fonction timestampDiff qui a trois paramètres, year, une date 1, une date 2, et qui retourne la différence en valeur absolue, donc sans signe, et en nombre d'années entre date 1 et date 2. Donc ça vous fait date 1 moins date 2 en valeur absolue. La fonction cureDate qui retourne la date du jour, et la fonction year d'une date qui vous permet d'obtenir l'année de la date passée en paramètre. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir tout simplement faire les requêtes demandées. Donc la première requête que l'on vous demande, c'est la liste des consommateurs, nom, prénom, adresse de courriel. Donc là, ce sont des informations qu'on a dans la table conso, pour lesquelles au moins une vente a été réalisée en 2017. Donc pour qu'il y ait au moins une vente réalisée en 2017, il va falloir qu'on joigne conso à vente, et à partir du moment où on obtient des tuples correspondants, c'est qu'il y a au moins une vente pour ce consommateur. Donc on est dans une requête relativement classique et qui ne pose pas de problème particulier. Donc si je fais un select, alors je vais mettre dans le select les informations qu'on me demande, c'est-à-dire le nom, le prénom, le mail, puisque c'est mail dans la table. Puis j'ai besoin comme table, j'ai besoin de la table conso.
et j'ai besoin de joindre la table conso à la table vente. Alors je vais donner des alias pour que ce soit plus facile à écrire. Je vais faire une jointure avec vente. Donc conso, je la renomme C, vente, je la renomme V, ce qui me permet de faire une jointure sur l'idée dans conso égale, et dans vente, il s'appelle donc ID conso. Voilà. Bon, les parenthèses, c'est un réflexe, mais elles ne sont pas du tout obligatoires. Donc là, conso avec un S, c'est encore mieux. Voilà. Donc là, une fois que j'ai ma jointure de fait, eh bien, je vais faire la condition qui est demandée, c'est-à-dire qu'on a besoin que ce soit en 2017. Donc à partir de là, je vais faire un test sur l'année 2017, sachant que j'ai une fonction year qui me permet d'obtenir l'année d'une date. Donc je vais faire un year, et à l'intérieur, je vais mettre la date de vente qui s'appelle date vente. Donc date vente, voilà. Et il suffit que ceci soit égal à 2017. Je vais y arriver, voilà, égal 2017. Alors, il y a juste un petit détail, c'est que si jamais le consommateur a eu plusieurs, enfin s'il y a plusieurs ventes en 2017 de ce consommateur, je vais avoir plusieurs fois la même ligne. Donc, tant qu'à faire, je vais mettre distinct, de façon à obtenir qu'une fois. Vous feriez un groupe by, ça marcherait aussi d'ailleurs. Ça vous permettrait d'avoir qu'une fois nom, prénom, mail. Il y en a certains qui peuvent partir dans une sous-requête, ça marche aussi, mais c'est pas de cette façon. À partir du moment où vous faites de la jointure, vous savez que vous allez avoir forcément uniquement les consommateurs qui ont des ventes. Voilà en ce qui concerne la première requête. Ensuite, on vous demande en deuxième requête le nombre de consommateurs ayant souscrit au programme de fidélité et appartenant à la tranche d'âge 18-30. Alors là, vous sentez que cette histoire de tranche d'âge, ça va nous faire utiliser les différences entre les années. Hein. Donc, soit en utilisant timestamp diff d'ailleurs, soit en utilisant year et en faisant une soustraction entre les années. Du coup, c'est soit l'un, soit l'autre. Enfin voilà, on vous a donné timestamp diff qui permet de faire cette soustraction, mais qui quelque part n'était pas utile. Ce qui peut être un peu déstabilisant dans timestamp diff, c'est ce year qui, on se demande trop à quoi il sert, mais en fait c'est juste une valeur, une constante qui permet de savoir que la différence qu'on veut, c'est une différence en année, donc ça il fallait le comprendre, c'était pas dit explicitement dans le sujet, mais voilà, c'est juste un paramètre qui permet de savoir sur quoi se base la différence, puisque dans timestamp diff, on ne voit pas clairement que c'est une différence sur les années. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Alors donc là, c'est parti pour... donc on veut un nombre de consommateurs, donc on veut compter. Donc on part sur un select count étoile. Alors, si vous vous posez des questions sur qu'est-ce que vous mettez dans les parenthèses d'un count, eh bien, vous mettez toujours étoile. Les seuls cas où il ne faut pas mettre étoile, puisque de toute façon, quand on compte, ce sont des lignes. Donc, les seuls cas où on ne met pas étoile, c'est quand on met un champ précis, c'est quand on veut éviter de compter lorsque ce champ est à nul, ou en tout cas, on veut éviter de compter les lignes où ce champ est à nul. Donc, ça, c'est un premier cas particulier. Et puis, le deuxième cas où on ne met pas étoile, c'est quand on met distinct un champ, c'est-à-dire que vous voulez éviter de compter plusieurs fois les lignes dont le champ possède la même valeur. Mais sinon, dans le cas général, il n'y a pas de champ à mettre. Le étoile vous permet de toute façon de compter les lignes. Donc ça, c'était une parenthèse sur le count. Donc là, on veut compter le nombre de consommateurs ayant souscrit au programme de fidélité. Et cela, on les a dans la table conso fidèle. Donc on va compter le nombre de consommateurs dans cette table. Donc il suffit de mettre la table from conso fidèle. Puis, une fois qu'on a choisi cette table, il nous reste la condition puisqu'on veut les 18-30 ans. Donc là, soit vous utilisez timestamp diff, soit vous utilisez une soustraction en utilisant year sur la date courante et la date de naissance. Alors, on va utiliser timestamp diff. Donc, il suffit d'utiliser cette fonction, donc timestamp diff. Donc, en premier paramètre, c'est year.
hein, puisqu'on veut faire une différence sur les années. Puis ensuite, l'ordre n'a pas d'importance puisqu'on obtient une valeur absolue au niveau des différences. Donc on prend soit en premier la date de naissance, soit en second. Et il faut le comparer avec la date d'aujourd'hui. Et ça, on vous le donne dans le sujet, hein, puisqu'on vous donne cure date. Donc il suffit de mettre cure date en deuxième ou en premier paramètre. Voilà. Et cette différence que vous obtenez, hein, ce nombre d'années, il suffit qu'il soit entre 18 et 30. Donc soit vous faites des inférieurs supérieurs, hein, vous pouvez faire des tests, vous faites supérieur ou égal à 18 and et vous recommencez timestamp diff ensuite inférieur à 30, ou bien vous utilisez tout simplement le between qui marche très bien dans ce cas-là et vous faites un between entre 18 et 30. Voilà en ce qui concerne la deuxième requête. Troisième requête, on vous demande la liste des consommateurs, nom, prénom, adresse de courriel, avec le montant total des ventes réalisées pour chacun. Déjà, le pour chacun doit vous interpeller et vous faire penser spontanément qu'il va y avoir un group by, hein, pour pouvoir grouper le montant total pour chacun. Et que vous allez avoir une somme, puisque vous devez faire la somme des montants. Donc une fois que vous avez réalisé ça, la requête est écrite, hein, puisque dans le select, vous allez mettre les informations qu'on vous demande. Alors, on vous demande le nom, le prénom, le mail, et puis on vous demande la somme des ventes. Donc la somme des ventes, vous allez les avoir dans vente avec en faisant la somme de montant vente, ce qui suppose que vous allez devoir joindre conso à vente. Donc là, vous allez faire un somme de montant vente. Voilà. Donc là, vous savez les tables dont vous avez besoin. Donc la table, c'est conso et la table vente. Alors, on va faire exactement la même chose que la ligne du dessus. Donc je ne vais pas me fatiguer, je vais faire un copier-coller. Donc on va joindre conso et vente. Voilà. Et cette fois, on a besoin de grouper. Pourquoi on va grouper? Parce que pour chaque consommateur, hein, on va traiter un consommateur à la fois, on veut la somme des montants vente. Donc, quand on fait un group by, c'est toujours sur les champs du select, excepté les champs de calcul. Donc là, il suffit dans le group by de reprendre le nom, prénom, mail. Nom, prénom, mail. Alors, si vous rajoutez dans le select le ID du consommateur, on ne vous en voudra pas, et que dans le group by, vous mettiez même que l'ID, ça marche aussi. Enfin, le plus simple, c'est de faire comme ça, hein, c'est de reprendre tous les champs du select, excepté les champs de calcul, les sommes, les comptes, etc. Et bien voilà, c'est terminé pour ces trois requêtes. On va pouvoir passer à la question de 2. Alors, on va revenir sur le sujet. Donc là, on a traité les trois requêtes. Passons à la deuxième partie, enfin, la deuxième question donc, de cette partie 1. Le tableau de bord du module GRC est personnalisable. D'autres indicateurs prédéfinis dans le logiciel peuvent être ajoutés sur ce tableau de bord et certains d'entre eux sont paramétrables par l'utilisateur. L'un d'eux, l'indicateur consommateur régulier, permet d'obtenir la liste des consommateurs non encore fidélisés pour lesquels au moins une vente a été réalisée lors des 30 derniers jours. D'accord. Donc la méthode de liste conso à fidéliser de la classe GRC établit la liste de ces consommateurs. Alors allons voir à quoi ressemble cette méthode. Donc la méthode, elle se trouve liste conso à fidéliser. Alors, où est-elle? Alors, je pense que je suis descendu un peu trop bas. Donc là, on a les tables. Là, on a la structure de la classe. Donc, ensuite, on a voilà, la méthode liste conso à fidéliser. Donc, ça se trouve ici. Donc là, regardons un petit peu comment elle fonctionne. On a cette méthode liste conso à fidéliser qui retourne un array list de conso. Donc une liste d'objets de type consommateur. Et qu'est-ce qu'on fait cette fonction? Voyons un peu plus en détail. Bon, évidemment, on va
on va créer une liste qu'on va retourner à la fin, puisque c'est une méthode qui retourne une liste. Ensuite, on s'occupe de tout ce qui est connexion à la base de données. Puis, on construit une requête. Alors, si la requête est en gras, c'est pas pour rien, c'est parce que en fait, c'est là-dessus qu'on va travailler. Avant de regarder plus en détail cette requête, qu'est-ce qu'on fait? On exécute cette requête, puis on fait une boucle sur la requête. Et dans cette boucle, qu'est-ce qu'on fait? Bien, à chaque fois, on crée un objet de type conso dans lequel le constructeur attend le nom, prénom, le téléphone et le mail. Et ça, ce sont des informations qu'on a récupérées grâce à la requête, nom, prénom, téléphone, mail. Puis à chaque fois qu'on crée un objet conso, on l'ajoute dans les consos. Et à la fin, une fois qu'on a fermé tous les accès base de données, on retourne la liste des consommateurs qu'on a créés. Alors, que contient cette liste de consommateurs? Si je regarde un peu plus en détail cette requête, je cherche les noms, prénoms, téléphone, mail des consommateurs avec un distinct. Donc, je récupère qu'un exemplaire de chaque consommateur. Joint avec les ventes, ça ressemble étrangement à la requête qu'on a fait dernièrement. Donc, on va avoir les consommateurs qui ont fait au moins une vente. Where conso.id not in select id from conso fidèle. Donc ça fait quoi? Ça me récupère que les consommateurs qui ne sont pas dans les consommateurs fidèles. Et and date diff now date vente inférieure à 30. Donc je fais une différence entre aujourd'hui et la date de vente. Et je regarde que ce soit inférieur à 30 jours. Et effectivement, c'est ce qu'on nous dit dans le sujet, c'est que cette méthode permet tout simplement d'avoir les consommateurs non encore fidèles et qui ont fait quand même au moins une vente depuis 30 jours pour voir les consommateurs qu'on a envie de fidéliser puisqu'ils ne sont pas encore fidèles mais qu'ils ont quand même consommé. Donc du coup, on va revenir sur le sujet. Donc là, on a vu à quoi ressemblait la méthode liste conso à fidéliser. Ensuite, la fonctionnalité de recherche des consommateurs réguliers existants doit évoluer vers davantage de souplesse en permettant au client de définir une période de recherche en utilisant un formulaire de saisie des critères de recherche. Une maquette de ce formulaire est fournie dans le dossier documentaire. Alors, allons voir. Alors, effectivement, là, pour le moment, on est bien d'accord qu'on n'a que les consommateurs qui ont fait au moins une vente dans les 30 derniers jours. Donc, si je vais voir le formulaire qui est ici, cette fois-ci, on a la possibilité de rentrer un nombre de ventes minimum, donc pas simplement qu'une vente, mais on veut savoir par exemple les consommateurs qui ont fait au moins 3 ventes les 30 derniers jours. Et on peut même rentrer une date de début et une date de fin, donc on peut savoir, on voudrait que ça évolue vers par exemple la possibilité d'avoir les consommateurs qui ne sont pas encore fidèles, mais qui ont fait au moins 3 ventes du 1er janvier au 20 mars. Par exemple. Donc, ce qu'on doit rajouter comme critère par rapport à la requête qu'on a analysée précédemment, c'est un nombre de ventes minimum et puis une période précise avec une date de début et date de fin. Alors revenons aux questions, au sujet. Donc la signature de la méthode nommée liste conso à fidéliser, qu'on a vu en détail il y a quelques instants, a été modifiée pour intégrer 3 paramètres suivants. Donc là, effectivement, on voit le fameux seuil de vente, c'est-à-dire le nombre de ventes minimum, donc par exemple 3, comme on a donné comme exemple, et puis date de début et date de fin. Et on vous dit un développeur a proposé un début de solution avec la requête SQL suivante qui sera utilisée dans cette méthode. Alors qu'est-ce que fait sa requête? Elle fait un select nom, prénom, tel mail, quand étoile, as nb vente, from conso, on joint à vente de façon à avoir effectivement les consommateurs qui ont fait des ventes, et puis on fait un group by nom, prénom, téléphone, mail, et cette fois-ci on a un having count étoile supérieur au seuil de vente qui a été reçu donc en paramètres. Donc là, à partir de là, en fait, on nous demande, voilà, c'est marqué là, modifier la requête SQL de la méthode liste conso à fidéliser, donc la requête qu'on a vue plus bas, qui a cette fois-ci les 3 paramètres, et afin de lister les consommateurs qui n'ont pas adhéré au programme de fidélisation
et pour lesquels on a enregistré un nombre de ventes supérieur ou égal au seuil donné, un petit peu comme c'est expliqué ici, durant la période donnée. Donc durant la période entre date début et date de fin passée en paramètres. Alors, puisque l'idée est de modifier la requête qui est dans la fonction, on va récupérer cette requête. Donc je retourne dans la fonction, voilà. Je vais d'abord récupérer tout simplement le code de cette requête et je vais le copier ici et on va travailler là-dessus par rapport à ce qui est marqué plus haut dans le sujet. Donc là, je reviens au sujet. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'on a donc ces 3 nouveaux paramètres qui rentrent en jeu. Alors, on aura toujours besoin du nom, prénom, téléphone, mail, toujours avec la jointure entre conso et vente. Et là, on a where conso id not in select id from conso fidèle. Et ça, cette partie-là, effectivement, nous intéresse toujours parce que, et elle n'y est pas dans cette requête-là, hein, mais on nous dit bien qu'ils n'ont pas adhéré à un programme de fidélisation. Donc il faut bien, effectivement, qu'on garde cette condition qui part du principe qu'on ne prend que les consommateurs qui ne sont pas dans le programme de fidélisation. Ensuite, on a une condition sur date diff, qui était en fait la différence, vous voyez, entre aujourd'hui et la date de vente inférieure à 30. Et ça, évidemment, ce n'est plus valable puisque maintenant, on reçoit date deb et date fin en paramètres. Et ce qu'on veut, justement, c'est que qu'on ait les dates de vente qui soient compris dans cette partie-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on modifie cette partie du test. Donc, c'est plus une date diff, mais on va regarder que la date de vente, en fait, soit entre la date de début et la date de fin. Bon, ça, on va le faire tout simplement avec un between. Alors, attention, c'est entre date début qui est un paramètre. Alors, on voit très bien ici hein, que l'utilisation d'un paramètre se fait comment? On ferme les guillemets, puis on fait plus et on ajoute tout simplement hein, le paramètre reçu. Alors, attention, parce que là, on a un paramètre de type numérique, tandis que date début et date de fin sont des paramètres de type chaîne. Donc là, comment on va faire? Eh bien, on fait d'abord faire simple, c'est-à-dire faire between. Je vais ajouter date deb, qui est le paramètre. Puis, je remets les guillemets pour mettre le and. Et je ferme les guillemets et je colle derrière date fin. Sachant que ces valeurs sont des valeurs qui ne sont pas des valeurs numériques, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient mises entre cotes, hein, entre apostrophes. Donc j'en mets une ici et une ici pour entourer date deb. Et je vais faire pareil ici, j'en mets une ici et du coup je suis obligé d'ajouter une chaîne pour mettre la dernière ici. Alors je vais les mettre en rouge pour que vous puissiez mieux les voir. J'ai aussi un petit peu agrandi la taille, hein, en rouge, hein, on agrandissant la taille pour que vous les voyez bien. Donc on voit bien que date deb doit être entouré hein, de codes puisque c'est une chaîne, et pareil pour date fin, hein, entouré de codes. Et évidemment, il y a les guillemets qui permettent depuis le début hein, de construire la chaîne de la requête. Alors la requête n'est pas terminée puisque n'oublions pas que on veut le nombre de ventes et qu'il soit supérieur à un certain seuil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce coup-ci, il faut qu'on s'inspire de cette requête qui rajouter le compte étoile ASNBVente à l'intérieur de la requête. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va rajouter ici en paramètre le compte, dans le select le compte étoile. Et puis on va le renommer comme ils ont fait eux, hein, NBVente. Voilà. Et là, évidemment, on avait un groupe by pour pouvoir faire le test sur le compte étoile supérieur à seuil de vente. Donc ça, on va le reprendre exactement en l'état. Donc à l'intérieur, à la suite, je vais rajouter ces deux lignes-là. Donc on va les reprendre tout simplement comme elles sont là, si j'y arrive. Voilà. Donc, je vais les laisser en gras comme le reste, tant qu'à faire.
Ok. Alors évidemment, à partir du moment où j'ai le groupe by, j'ai plus besoin du distinct là-haut, hein, puisque ça va grouper sur nom, prénom. Donc voyons si on répond bien à tous les critères demandés. Donc on doit lister les consommateurs qui n'ont pas adhéré au programme de fidélisation. Ça, on l'a avec le test sur le Not in Select ID from Conso Fidèle. Et pour lesquels on a enregistré un nombre de ventes supérieur au seuil donné. Ça, on l'a avec le groupe by. On a fait un compte étoile pour avoir le nombre de ventes et on a fait un groupe by et un having compte étoile qu'on pourrait remplacer d'ailleurs par NB vente, hein, supérieur au seuil de vente. Durant la période donnée, donc durant la période donnée, c'est ce qu'on a au niveau de ce test, c'est-à-dire qu'on a regardé si date vente était bien entre date début et date fin. Et on a bien utilisé les trois paramètres, seuil de vente, date début, date fin. On retrouve tout au niveau de la requête. Voilà, on a terminé avec ces questions. Donc on va pouvoir passer à la deuxième partie qui porte sur des tests unitaires au niveau donc de ce dossier. Alors, le module de gestion des ventes de la webcast gère le programme de fidélisation pour chaque point de vente. Alors, on va voir qu'il y a 3 types de programmes de fidélisation différents qui fonctionnent à chaque fois avec des conditions un peu spécifiques. Donc, le programme de type 1, qui s'appelle programme tampon, le module de gestion des ventes permet de compter le nombre de visites d'un consommateur. À chaque achat, le consommateur gagne un tampon. Il peut bénéficier d'une réduction à partir d'un nombre de tampons paramétrés dans Webcast pour le point de vente. Ensuite, donc là, on est dans le cas où chaque vente, ça nous fait gagner un point en quelque sorte. Pour le programme de type 2, montant achat, le module de gestion des ventes totalise le total dépensé pour chaque consommateur. Lorsque le montant total des achats atteint un seuil paramétré pour le point de vente dans Webcast, le consommateur peut bénéficier d'une réduction. Et enfin, on a un troisième cas, le type 3, qui s'appelle point. Le module de gestion de vente attribue un nombre de points fidélité lors de chaque achat du consommateur en fonction de la tranche d'achat. Donc 10 points pour un montant entre 100 et 200 euros inclus, 20 points si c'est au-dessus de 200 et jusqu'à 500, 50 points pour un montant qui est supérieur à 500. Lorsque le nombre de points atteint un seuil paramétré pour le point de vente dans Webcast, le consommateur peut bénéficier d'une réduction. Donc en résumé, on a un cas où on a à chaque vente un point de plus, un deuxième cas où à chaque vente on fait la somme des montants, on ajoute le montant, hein, au point de fidélisation on va dire, et un troisième cas où le nombre de points varie suivant le montant acheté. Ok. La réduction associée au programme de fidélisation est également paramétrée dans Webcast pour chaque point de vente. La méthode add-fidélité de la classe ConsoFidèle fournie dans le dossier documentaire est appelée à l'issue de chaque achat d'un consommateur inscrit dans le programme de fidélisation. Elle permet de mettre à jour l'attribut point fidélité de la classe ConsoFidèle en fonction du programme de fidélisation choisi pour le point de vente. Donc allons voir un petit peu ces classes et surtout la méthode add-fidélité. Donc voyons un petit peu où ça se situe. Donc là, on a déjà le dessin des classes conso et conso fidèle. Donc la classe conso qui contient nom, prénom, mail, téléphone et qui contient et fidèle. Alors là, on retrouve l'écriture de la classe et on retrouve la méthode et fidèle qui fait que retourner false hein, pour dire que c'est pas un client fidèle. Et puis dans conso fidèle, on retrouve date naissance, point fidélité, date inscription. On retrouve fidèle, on a get.fidélité et add-fidélité. Hein, c'est la fameuse méthode dont on nous a parlé. Alors là, on a l'écriture de la classe ConsoFidèle où on retrouve les propriétés. On a le constructeur qui permet de valoriser les propriétés. OK. Et puis, enfin uniquement nom, prénom, mail, téléphone, date de naissance et date inscription. Point fidélité n'est pas valorisé. C'est important. Ensuite, on a la réécriture de fidèle, où cette fois-ci, il y a un return true, puisqu'on est dans la classe ConsoFidèle. Et cette méthode add-fidélité, c'est celle qui nous intéresse, qui reçoit
Le type de fidélité, alors on nous dit d'ailleurs en commentaire contient le type de programme de fidélisation, choisis 1, 2 ou 3, les 3 cas qu'on vient de voir, et puis qui reçoit un montant, en fait c'est le montant de la vente, le montant contient la valeur du montant d'achat réalisé. Alors, si on a un switch sur type fidélité, donc si c'est la fidélité 1, je vous rappelle qu'à chaque vente on ajoute un point de fidélité, c'est ce qui se fait là, point fidélité, la propriété de la classe point fidélité reçoit plus 1. Dans le cas 2, on avait dans ce cas-là, on faisait la somme des montants vendus, donc il suffit qu'on fasse l'ajout du montant, donc plus égal montant dans point fidélité. Et dans le cas 3, c'était par rapport aux tranches. Alors, cette partie-là n'est pas très optimisée au niveau code, mais je pense que c'est volontaire, c'est pour que les étudiants voient bien les tranches ressortir. Donc, on a, si le montant est entre 100 et 200, 100 et 200 compris, on ajoute 10 au point de fidélité. Si c'est supérieur à 200 et jusqu'à 500 compris, on ajoute 20. Et si c'est supérieur à 500, on ajoute 50. Voilà. Et tout ça va se cumuler dans point fidélité. Et puis on a le getter, tout simplement, sur point fidélité. Donc là, on a bien vu un petit peu à quoi ressemblait cette méthode dont on nous parle un petit peu plus haut dans le sujet. Alors on revient au niveau du sujet. Donc là, hop, on est plutôt à la page 7. Voilà. Donc là, on a vu cette méthode. Ensuite, la classe de test.fidélité fournie dans le dossier documentaire a été créée afin de valider la méthode addFidélité. Donc là, on va retourner voir à quoi ça ressemble, cette classe de test. Donc elle se trouve... donc là, on a un extrait contenant la méthode. Bon, ça, c'est ce qu'on avait vu plus haut. Voilà, la classe de test ici, en page 13. Donc, à quoi elle ressemble? Eh bien, on a une première méthode test addFidélité tampon. Donc ça, c'est le cas de, vous savez, du cas de fidélisation 1, qui fait qu'à chaque fois qu'on ajoute, qu'on a une vente, on ajoute 1 dans les points de fidélité. Alors, comment marche cette méthode de test? Eh bien, on commence par créer en fait un objet conso fidèle en lui envoyant en paramètre du constructeur toutes les informations nécessaires, donc le nom, le prénom, blabla. Ensuite, dans conso-test, dans cet objet, on utilise le addFidélité où on envoie un 50. Donc, je vous rappelle qu'on est dans une classe de test, donc on fait des tests et on vérifie. Avec assert equals, en fait, on va vérifier si le résultat obtenu du test correspond à ce qu'on voulait. Donc, si je fais addFidélité 1,50, je prends le cas de la fidélisation 1 qui permet juste d'ajouter 1 au point de fidélité à chaque fois qu'on fait une vente. Donc là, ils ont mis 50, ça veut dire qu'il y a eu 50 €, mais à la limite, on s'en moque du montant, puisqu'on ajoute juste 1. Du coup, le assert equals, comment il va marcher? Eh bien, il va comparer 1 avec consotest.get.fidélité. Le get.fidélité doit nous retourner le nombre de points de fidélité qui a été enregistré pour ce consommateur. Et si, une fois bien sûr que cette méthode a été exécutée, ce addFidélité. Donc, en partant du principe que le nombre de points de fidélité est à 0 au départ, si j'ai fait une vente, effectivement, je dois avoir juste 1, quel que soit le montant de la vente. Pour le type tampon, je dois avoir juste 1 au niveau point de fidélité. Si ce test a échoué, j'obtiendrai cette erreur. Erreur calcul premier tampon. Du coup, on fait un deuxième test avec un autre montant, mais là encore, aucune importance du montant. Et théoriquement, s'il y a une deuxième vente, eh bien, le nombre de fidélité doit passer à 2. D'où ce assert equals qui va comparer 2 avec le get.fidélité. Alors, dans la deuxième méthode, cette fois-ci, on teste le cas 2, c'est-à-dire fidélité basée sur le montant. Donc, on recrée un objet consotest pour pouvoir travailler avec. On ajoute, donc pour la fidélisation numéro 2, qui est basée sur les montants, donc vous voyez, à chaque fois là, ça va être la fidélisation basée sur le type 2. On ajoute d'abord 150 €. Cette fois-ci, on doit faire la somme des montants. Donc, effectivement, c'est pour ça que je compare 150 avec le get.fidélité
qu'on doit récupérer après avoir fait ce add fidélité là. Donc si je n'obtiens pas 150, c'est qu'il y a une erreur pour ce premier achat qui était à 150. Et puis après, j'ajoute 250. Donc théoriquement, je devrais avoir les 250 qui s'ajoutent aux 150 précédents, d'où le fait que mon test, je compare 400 avec le get.fidélité que je récupère. Si je n'obtiens pas 400, c'est que le test a échoué et j'obtiendrai ce message. Alors, on nous propose le troisième, test init conso. Alors, vous savez que c'est le troisième cas. Non, pardon, je suis en train de dire des bêtises. Il y a le test add montant, c'est le troisième cas. Le cas où, effectivement, on a besoin de comparer les tranches. Hein, vous savez, entre 100 et 200 euros, etc. Donc, on recrée une personne. Et vous avez bien compris qu'il faudra écrire les tests correspondants. Et puis on a ce test init conso, alors on ne sait pas encore à quoi ça correspond, donc on va tout de suite retourner dans le sujet. Donc on en était là, on est allé voir hein, la classe de test, test.fidélité, on a vu en gros à quoi ça ressemblait. Donc la première chose qu'on vous dit, donc certains tests proposés dans cette classe ne sont pas terminés, on l'a vu. Hein. Le test init conso ne traite pas le cas de la valeur initiale des points de fidélité qui devrait être fixée à 0 lors de la création d'un consommateur fidèle. Donc on vous demande de compléter la méthode test init conso permettant de combler ce manque, c'est-à-dire de vérifier effectivement qu'on a bien une valeur de point de fidélité à 0 dès la création de l'objet. Donc retournons au niveau de l'annexe. Et c'était voilà, c'était là, hein, c'était ce test init conso. Ce qu'on vous demande, voilà, c'est d'écrire le test qui vérifie qu'on est bien à 0. Entre parenthèses, le test a toutes les chances d'échouer parce qu'on a vu plus haut que au niveau de la classe, alors où est-ce qu'on était? Voilà, conso fidèle, hein, je vous avais fait remarquer que point fidélité, alors peut-être qu'il est initialisé à 0 dans le constructeur, hein, c'est tout à fait possible, on ne le sait pas, on n'a pas l'information. Donc si on a oublié d'initialiser à 0, eh bien le test va échouer. Donc là, il faut écrire le test, alors vous avez bien compris que à chaque fois c'est un assert equal qu'il faut écrire et mettre les valeurs et le nombre, le get.fidélité qui va nous permettre de récupérer ce point. Alors je vais faire simple, je vais faire un copier-coller et je vais l'arranger à la sauce hein, de ce dont on a besoin. Donc je mets ici coller. Donc qu'est-ce qu'on va vérifier? Le but c'est de comparer avec 0. Donc je mets 0, le conso test get.fidélité. Hein. Donc dès le démarrage, un test init conso, lorsqu'on crée un objet et que directement on va vérifier le nombre de points de fidélité, normalement à la création de l'objet, ce nombre de points doit être à 0. Donc évidemment je vais faire évoluer le message qui est le message d'erreur. Donc je vais mettre erreur, valeur initiale, point de fidélité, non nul. D'accord. Donc si au départ effectivement on a un nombre de points de fidélité qui est différent de 0, c'est qu'on a eu un problème. Voilà tout ce qui était demandé à ce niveau-là. Donc vous voyez, on vous donne quand même les syntaxes, on vous donne tous les éléments pour comprendre, on vous donne plusieurs exemples. Donc après, il suffit d'avoir compris ce qui était demandé. Alors je vais revenir au sujet. Donc deuxième question. Enfin plutôt la quatrième, votre chef de projet vous demande de compléter le test qui traite le cas du programme de fidélisation du point type 3. Donc compléter la méthode test add montant permettant de valider les points de fidélité obtenus dans le cas du programme de fidélisation par point. On vous rappelle que c'était ce fameux cas, hein, c'est-à-dire qu'on a 10 points si on a un montant entre 100 et 200 compris. On a 20 points entre 200 et 500 et on a 50 points pour supérieur à 500. Donc là, logiquement, comment on gère ce genre de test? Eh bien, il faut tester toutes les tranches. C'est-à-dire qu'il faut voir si ça marche dans le cas où on fait un ajout d'un montant inférieur à 100. Et là, normalement, on doit avoir 0 qui s'ajoute, aucun point qui s'ajoute. Un montant
entre 100 et 200 où on a 10 points, entre 200 et 500 où on a 20 points, et au-dessus de 500 où on a 50 points. Et logiquement, on doit tester aussi les valeurs de borne. Alors, au niveau de la correction officielle, ce n'était pas attendu, mais normalement, on doit le faire. C'est-à-dire qu'on doit tester si on met 100, est-ce qu'on a bien géré les inférieurs, supérieurs, inférieurs égal, supérieurs égal correctement au niveau des tests. Donc, il faut tester les bornes, c'est-à-dire les bornes 100, 200 et 500. Donc, l'air de rien, ça nous fait en dessous de 100, entre les 100, 200, 200, 500 et au-dessus de 500, ça nous fait 4 tests, plus les bornes 100, 200 et 500, donc ça nous fait 3 tests en plus. Donc normalement, on a 7 tests à gérer. Alors, c'est parti pour les tests. Donc on va tout simplement reprendre la logique de cet assert. Mis à part que, effectivement, avant de faire l'assert, je vais revenir pour que vous voyez mieux. À chaque fois, il faut qu'on fasse un ajout pour pouvoir ensuite faire l'assert. Donc je vais reprendre ce système d'ajout. Bon, on va le mettre en grade tant qu'à faire pour que tout soit pareil. Voilà. Je vais revenir pour avoir les tests sous les yeux. Ou je prends la fonction de test, c'est pareil. Voilà, donc on a... non, je vais revenir sur le sujet, je trouve que c'est plus clair. Voilà, donc là, on a bien sous les yeux les différents tests. Et c'est parti pour vérifier un par un donc, les différents tests. Donc la première chose qu'on va essayer de tester, alors n'oubliez pas qu'à chaque fois, ça va être bien sûr le cas 3. Et puis des valeurs, donc j'ai bien dit qu'on a besoin de tester les valeurs avant 100, donc 50 ça me paraît très bien. Donc là, je vais faire un message qui me précise qu'il y a une erreur sur valeur inférieure à 100. Alors, qu'est-ce que je devrais obtenir logiquement? Eh bien, non, logiquement, je devrais obtenir 0, effectivement, puisque si je mets une valeur en dessous de 100, je n'ai pas de point de fidélité. Donc, le test est bien 0. Ensuite, il faut à chaque fois reprendre ces deux lignes et les faire évoluer au fur et à mesure qu'on additionne des points et qu'on va voir un petit peu les bornes, entre les bornes, etc. Alors, je préfère faire tous les tests, ça me paraît beaucoup plus logique. Donc, je vais faire la borne 100. Et la borne 100 est comprise bien entre 100 et 200. Donc normalement, je dois avoir 10 points de rajouter. Donc il y a une erreur. L'erreur, c'est valeur égale 100. Et j'ai une erreur si jamais je n'obtiens pas mes 10 points. Ensuite, je reprends ces deux lignes. Et cette fois-ci, je vais gérer entre 100 et 200. Donc on va mettre 150 par exemple. Donc si je mets 150, normalement, comme c'est une valeur entre 100 et 200, je devrais ajouter 10 points au point qui existait déjà. Donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper par rapport aux exemples que vous donnez. Vous pourriez très bien utiliser un autre ordre, mais il faut bien partir des points que vous avez déjà. Donc 10 plus 10 égale 20. Donc normalement, je devrais avoir une valeur de 20 points. Donc ça, c'est pour valeur entre 100 et 200. Ok, donc là on continue. Bon, je vais recopier. Alors cette fois-ci, je vais tester la borne à 200. Donc 200. Et je vais regarder pour une valeur égale à 200. Et normalement, pour une borne 200, j'ai encore 10 points d'ajouter. Donc normalement, je devrais passer à 30. Voilà. Ensuite, je continue, je vais tester l'autre tranche. Je vais prendre plutôt celui-là qui est plus sympathique. Donc là, je vais mettre ici. Donc une valeur cette fois-ci entre 200 et 500. Donc plutôt 200 non compris. Non compris, je vais y arriver, et 500. Et là, cette fois-ci, on a un ajout de 20 points. Donc, j'étais à 30 points. Si j'ajoute 20 points,
Alors j'ai fait des bêtises là au niveau des copies. J'ai déplacé incorrectement. Non, j'ai fait une copie en trop. Donc je me trompe pas. Oui, il manque en fait le A de fidélité, oui, que j'ai oublié. Donc on va le reprendre. Je suis allé un petit peu vite, donc il faut le mettre entre les deux. Voilà, en faisant des copier-coller un peu n'importe comment. Donc là, si j'ai un A de fidélité entre 200 et 500, donc je vais mettre n'importe quoi, 300 par exemple. Donc là, une valeur entre 200 non compris et 500, normalement je dois ajouter 20 points. Donc j'étais à 30 points, donc si j'ajoute 20 points, je passe à 50 points. Donc si je n'obtiens pas 50 points, c'est qu'il y a eu un souci. Ensuite, je vais tester à nouveau une borne, la borne qui est à 500. Donc je vais essayer de faire ça correctement ce coup-ci. Je reprends ces deux lignes et je vais tester avec 500. Donc là, j'ai une valeur égale à 500. Et normalement, une valeur égale à 500, cette fois-ci, on est toujours dans la partie au-dessus de 200 et 500 compris. Donc j'ai encore 20 points à ajouter. Donc ça veut dire que ici, j'avais 50 points plus 20 points, je passe à 70 points. Et enfin, il me reste une dernière valeur qui est en fait au-dessus de 500. Donc là, au-dessus de 500, je vais mettre n'importe quoi, 600 par exemple. Donc une valeur supérieure à 500. Donc supérieur à 500, j'ajoute 50 points. Donc j'étais à 70 points. Donc je dois passer à 120 points. Et voilà. Alors, vous avez vu que j'ai vraiment fait attention des ajouts de points au fur et à mesure. Là, pour le coup, j'ai vraiment tout testé. Alors, ce qu'attendait réellement, je vais mettre je vais enlever le gras pour les valeurs qui n'étaient pas attendues. C'était les valeurs des bornes. Donc ça, c'était pas attendu. Je vais y arriver. Ah. Voilà. L'autre borne à 200 n'était pas attendue non plus. Et la borne à 500 n'était pas attendue non plus. Pourtant, dans la réalité, on doit tester. On doit tester les intervalles, mais aussi les bornes, parce que vous pouvez très bien avoir fait des erreurs sur inférieur, inférieur ou égal, etc. dans le test. Voilà, on en a terminé avec ce dossier qui, l'air de rien, était long. Était très chronophage, beaucoup plus, je trouve, par rapport au dossier 1, à la mission 1. Et qui pouvait être déstabilisant parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à lire. Alors au final, c'est pas vraiment compliqué, hein. Vous êtes d'accord que les requêtes qui étaient demandées n'étaient pas très méchantes. Là, les modifications, on vous donnait quand même tout, donc il y avait très peu de choses à rajouter entre. Et puis, bon, quelque part, bon, ça c'était peut-être un peu plus loin à écrire, mais tout était extrêmement bien expliqué. C'est juste qu'il y avait quand même beaucoup d'annexes, beaucoup de choses à analyser, et je trouve qu'au final, ce n'était pas un dossier du coup si simple à faire, et surtout, vous risquez d'y perdre beaucoup de temps par rapport aux points qui étaient donnés au départ, hein, puisque je vous avais dit d'estimer le temps par rapport au nombre de points de chaque dossier. Et j'avais estimé ce dossier à pas plus d'1 heure. Alors bon, normalement il est réalisable, hein, puisqu'il est sur 25 points, il est réalisable en moins d'1 heure. Mais pourtant, je pense que vous auriez passé plus de temps sur ce dossier que sur le dossier 1, sur la mission 1. Voilà, c'est terminé pour cette mission, donc je vous dis certainement à demain pour la mission 3.